Nous allons terminer le sixième chapitre par la partie formation des images par réfraction. Donc, on a deux milieux transparents. Lorsqu'on parle d'un milieu transparent, ça veut dire qu'il n'y a pas absorption. Donc, les indices sont N1 du premier milieu et N2 du second milieu. Donc, dans ce cas, on considère que N1 est inférieur à N2. La frontière entre ces deux milieux est appelée un dioptre. Donc, cette partie-là est appelée un dioptre. Donc, dans le cas qu'on traite, c'est un dioptre sphérique ayant un rayon est égal à R. Donc, S, c'est cette position-là. A, c'est notre objet. Donc, SA, c'est la position de notre objet par rapport à, à ce point-là. Et SA', ça va être la position de notre image. Donc, on va considérer que notre objet se trouve dans le milieu où l'indice de réfraction est N1. Donc, on va trouver la relation qui relie l'objet à l'image. Dans ce cas, on va considérer un rayon. Donc, ce rayon est émis ou bien est issu du point A. Il arrive à l'interface. Donc, je vous rappelle que ce point est S. Donc, le rayon arrive au point P. Donc, ici, on a un dioptre sphérique. Donc, le rayon sera la normale. Donc ici, on a l'angle θ1, l'angle d'incidence. Suivant la loi de réfraction, on a N1 sinus θ1 égale à N2 sinus θ2. Donc notre rayon va être dévié et il va couper l'axe optique au point A'. A' sera notre image. Donc l'angle qu'effectue le rayon PA' avec la normale est θ2. Toujours, on travaille dans l'approximation de Gauss. Je vous rappelle que l'approximation de Gauss, on a les angles sont faibles, donc alpha, θ1 et θ2 sont petits. Donc, on peut dire que sinus θ1 est à peu près égal à θ1 et sinus θ2 est à peu près égal à θ2, car les angles sont petits. Donc, cette relation de réfraction sera N1 θ1 égale à N2 θ2. Maintenant, je vais trouver une relation entre θ1, alpha et bêta. Alpha, c'est l'angle qu'effectue le rayon issu du point A, donc le rayon AP avec AA', l'axe optique. Donc, on a un triangle APC, c'est un triangle, on a alpha plus bêta. Et l'angle qui se trouve dans cette partie, c'est pi moins θ1, car θ1, c'est cet angle-là. Donc, cet angle qui se trouve ici, c'est pi moins θ1. Donc, j'ai alpha plus bêta plus pi moins θ1 égale à pi. Donc, j'ai la première relation, θ1 égale à alpha plus bêta. Mon second triangle que je vais considérer, c'est CA''P. Donc, dans ce triangle-là, j'ai alpha plus θ2 plus pi moins bêta. Donc, cet angle qui se trouve ici, c'est pi moins bêta égale à pi. Donc, bêta égale à alpha plus θ1. Gamma plus θ2. Donc, je peux remplacer dans la relation N1 θ1 par sa valeur qui est alpha plus bêta, donc N1 alpha plus bêta, et je vais remplacer θ2 par bêta moins gamma, donc égal à N2 bêta moins gamma. Après, je vais effectuer une factorisation, donc j'obtiens N1 alpha plus N2 gamma égale à bêta facteur de N2 moins N1. Donc, N1 et N2 sont les indices du milieu 1 et du milieu 2. Donc, j'ai une relation où j'ai des angles alpha. Donc, rappelez-vous que les angles alpha sont faibles, donc je peux confondre tangente alpha avec alpha. Donc, je vais considérer que tangente alpha, c'est égal à PS. Donc, comme on travaille avec des faibles angles, donc le point S est assez proche de la projection de P sur l'axe optique. Donc, c'est comme si le point S était ici. Donc, alpha, c'est égal à PS divisé par SA. Je vous rappelle qu'ici, les angles alpha, bêta et gamma sont des angles positifs, donc je vais faire attention aussi. Lorsque j'utilise PS en mesure algébrique, c'est négatif, et SA en mesure algébrique, c'est négatif. Donc, moi, divisé par moi, ça veut donner un plus, donc alpha est positif. Donc, ça pour l'angle alpha, pas de souci pour les signes. Pour l'angle bêta, donc c'est PS, donc toujours tangente bêta à peu près égale à bêta, donc c'est égal à PS en mesure algébrique divisé par SC.
SC en mesure algébrique, c'est positif, mais PS, c'est négatif. C'est pour cette raison que j'ai multiplié par le signe moins. De même pour gamma, l'angle gamma, c'est égal à PS divisé par SA'. Donc, PS est négatif, SA' est positif. C'est pour cette raison que je multiplie par le signe moins. Donc, on a alpha, bêta et gamma positif. C'est pour cette raison, pour bêta et gamma, vous voyez que j'ai multiplié par le signe moins. Je reviens à ma relation initiale et je vais remplacer donc alpha par la valeur PS divisé par SA. Comme j'ai partout PS, je vais les simplifier. Plus N2 gamma, donc c'est moins N2 divisé par SA', égal à bêta N2 moins N1, donc c'est égal à N2 moins N1 multiplié par moins divisé par SC, donc j'obtiens la relation qui est connue sous le nom de l'équation des dioptres sphériques. Donc on a cette relation, on peut trouver toujours la position de l'image A'. Si je connais la position de mon image et bien sûr les indices et le rayon du dioptre sphérique. Donc, si je considère maintenant un dioptre plan, lorsqu'on parle d'un dioptre plan, ça veut dire que le rayon devient égal à l'infini. Donc, SC s'étend vers l'infini. Donc, dans ce cas-là, on revient à l'expression, donc SC est égal à l'infini, donc ce terme va être égal à 0. Donc, j'obtiens N1 sur SA égale à N2 sur SA', ou bien SA' égale N2 sur N1 divisé par fois SA. Dans mon cas, donc j'ai mon objet A qui se trouve dans le milieu de l'indice N1. Donc, dans ce cas, je prends N1 est supérieur à N2. C'est pour cela que le rayon s'écarte de la normale. Donc, je prends plusieurs rayons. Donc, il me suffit de deux. Le prolongement de ces deux rayons se coupe sur l'axe optique au point A'. Le point A' est ici. Donc, comme j'ai effectué un prolongement, vous voyez que j'ai mis en pointillé. Donc, ce point A', c'est une image qui est une image virtuelle. Donc, un dioptre plan, dans le cas du dioptre plan, SC tend vers l'infini. Maintenant, on passe à la partie les images formées par des lentilles minces. Donc, une lentille sert couramment à la formation d'images par réfraction. Donc, elles sont utilisées dans des instruments optiques comme un appareil photo, un télescope ou bien un microscope. Donc, dans ce cas, la lumière qui traverse une lentille subit une réfraction à deux interfaces. L'image formée par un dioptre fait office d'objet pour le deuxième dioptre. Donc, je vais parler plus de cette idée-là. Donc, ça, c'est une lentille. Donc, j'ai deux dioptres. Le premier dioptre que je vais appeler dioptre 1, le second dioptre 2. Donc, mon objet est là. Donc, j'envoie deux rayons. Une fois que je traverse le premier dioptre, donc vous voyez, donc j'ai ici un rayon qui est avec la normale, donc qui est égal à 0, qui va continuer son chemin sans être dévié. Le second rayon va être dévié, donc mon objet ici va donner une image A'. Et cette image A' va servir comme un objet pour le deuxième dioptre sphérique. Donc, cette image-là, A', qui est l'image de l'objet A par le premier dioptre sphérique, sert comme un objet virtuel pour le second dioptre sphérique. Et lorsqu'on parle d'un dioptre, d'une lentille mince, donc on peut dire que le S1 et S2 sont très proches l'un de l'autre, donc on peut considérer que ces points sont confondus et on va les confondre avec un point qu'on va l'appeler S. Donc, la formule qu'on va utiliser, donc là, je ne l'ai pas développée, mais si vous faites le calcul pour les deux dioptres, vous allez retrouver cette relation A sur SA seconde. A seconde, c'est l'image finale. Donc, moins 1 sur SA, A, c'est l'objet initial, égale à 1 moins N, facteur de 1 sur R2 moins 1 sur R1. R2, c'est le rayon du second dioptre sphérique, R1, le rayon du premier dioptre sphérique. Donc, toute cette quantité-là est égale à 1 sur F, F étant le foyer. Donc, ici, on voit une lentille convergente. Ça veut dire quoi une lentille convergente? Si on a un objet qui provient de l'infini, donc les rayons sont parallèles à l'axe principal ou bien à l'axe optique, tous ces rayons-là vont converger en un point. Donc, ce point-là, c'est le foyer image. Donc, c'est pour cela, comme les rayons se convergent, se rencontrent au point F2, donc on dit que cette lentille est une lentille convergente. La distance focale F, c'est la distance qui sépare S
au point de convergence des rayons lumineux. Et aussi, si on a un rayon qui part du foyer objet, donc une fois que ces rayons traversent la lentille, ces rayons vont être parallèles à l'axe optique. Donc une fois, donc ce point-là, on l'appelle foyer objet F1, F2 c'est le foyer image, F1 c'est le foyer objet, F2 c'est le foyer image. Donc des rayons, si la lumière se propage dans le sens droit, des rayons qui sont parallèles à l'axe principal vont converger au point F2, le foyer image. Et si on a un objet qui est placé au foyer objet F1, une fois que ces rayons traversent la lentille, ils vont être parallèles à l'axe principal. Dans le cas d'une lentille divergente, donc si on a un objet qui est placé à l'infini, une fois que ces rayons traversent la lentille, ils vont diverger, donc ils vont s'éloigner les uns des autres. Le point de rencontre, c'est un point de rencontre virtuel. Donc dans notre cas F1, c'est le foyer image ici. Et si on a des rayons qui semblent arriver au point F2, au foyer objet, ces rayons-là semblent arriver. Une fois qu'ils traversent la lentille, ils vont être parallèles à l'axe principal. Toujours, on définit la distance du foyer comme la distance entre F1 et la lentille. Donc, on a plusieurs formes de lentilles convergentes, ce qu'on appelle ce forme-là biconvexe. On a ce qu'on appelle aussi un ménisque convergent ou bien un plan convexe. Un plan convexe, donc on a une partie plane et une partie convexe. Ce qu'il faut savoir, que dans le cas d'une lentille convergente, on a toujours la partie centrale est plus épaisse que les bords. Donc, toujours, vous voyez ici, la partie centrale est plus épaisse que les bords. Alors que dans le cas des lentilles divergentes, voici quelques formes. On a ce format-là, c'est le format biconcave. On a un ménisque divergent. On a aussi ici un plan concave. Donc, cette partie est un plan ici, c'est une partie concave. Donc, il est à noter qu'une lentille divergente est plus mince au centre qu'au bord. Donc, ici, elle est plus mince au centre qu'au bord. Finalement, on va voir comment on forme une image. Donc, lorsqu'on travaille avec des lentilles, toujours il suffit de prendre soit deux, soit trois rayons. Mais toujours, on procède de la même manière. Donc, dans ce cas-là, j'ai mon objet qui est placé à une distance supérieure à la focale. Donc, ça, cette distance-là, c'est la distance focale. Donc, mon objet est placé au point O. J'envoie un rayon parallèle à l'axe optique. Ce rayon va traverser le foyer image. Donc, il va être dévié en passant par le foyer image. Le deuxième rayon qui passe par le foyer objet, donc une fois que ça arrive à la lentille, il va être parallèle à l'axe optique. Donc, le point de rencontre du rayon bleu et du rayon vert, ça nous donne la position de notre image. Donc, pour vérifier, on peut envoyer un troisième rayon qui passe par le centre de la lentille. Un rayon qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié. Donc, il va continuer son chemin sans être dévié. Donc, il doit nécessairement rencontrer le rayon bleu et le rayon vert. Dans notre cas, l'image est réelle parce que ces trois rayons se rencontrent réellement et elle est inversée. Un autre exemple, mais dans ce cas-là, j'ai placé mon objet à une distance inférieure à celle de la focale. J'ai mon objet ici, la distance focale, c'est de S à F1. Donc, toujours, j'envoie un rayon parallèle à l'axe optique. Ce rayon va être dévié en passant par le foyer image F2. Un deuxième rayon qui semble provenir du foyer F1. Une fois que ça rencontre la lentille, il va être parallèle à l'axe principal. Donc, si vous prolongez ces deux rayons virtuellement, ils vont se rencontrer au point ici, au point I. Donc, c'est notre image. Comme on a prolongé virtuellement les rayons pour voir le point de rencontre, donc c'est une image virtuelle et elle a le même sens que notre objet. Et de même, elle est plus grande. Donc, pour vérifier, on peut envoyer un troisième rayon, par exemple, le rayon qui passe par le centre. Ce rayon ne va pas être dévié, donc il va continuer son chemin. Si vous faites le prolongement, il doit couper les deux autres rayons au même point. Donc, ça, si on a une lentille convergente, on a vu comment on trouve notre image. Maintenant, si on a une lentille divergente, on va procéder de la même manière. Donc, j'ai mon objet, j'envoie un rayon parallèle. Donc, ce rayon va être dévié en semblant provenir du foyer image F1. Donc, il va être dévié de cette façon.
Notre rayon qui semble aller au foyer objet F2 va être dévié parallèlement à l'axe optique. Donc, j'ai le rayon 2 parallèle à l'axe optique. Si j'effectue le prolongement, le rayon 1 bleu et le rayon 2 vert vont se rencontrer en ce point. Je peux vérifier que le rayon qui part de haut et qui passe par le centre de la lentille qui n'est pas dévié doit nécessairement passer par ce point ici. Donc, on a une image qui est une image ici virtuelle parce qu'on a prolongé les rayons. Elle est directe parce qu'elle est du même sens. Elle est plus petite, donc elle est réduite. Donc, on a terminé ce chapitre-là. Il y a quelques applications. Vous pouvez les lire pour avoir plus d'informations. On va faire quelques exercices après pour que vous ayez une idée plus claire et plus nette sur la formation des images, soit par des miroirs, soit par des lentilles.